l'enveloppe financière globale que représente votre projet, s'il vous plaît. Vous ne parlez que du schéma directeur dans le sens audit, proposition des scénarios, ou après l'implémentation Alors, aujourd'hui, en ce qui concerne l'audit, la proposition des scénarios, ce sont les deux seuls axes que nous avons retenus au niveau du cabinet, ça représente 12 000 euros. Donc, aujourd'hui, ces 12 000 euros-là, c'est uniquement l'audit, c'est uniquement la proposition de scénario, et après, en fonction des scénarios qui vont être proposés, on va voir effectivement les options qu'on va prendre, on va voir l'enveloppe budgétaire qu'il va falloir dégager cette année. C'est pour ça que le budget, nous avons mis cette année 350 000 euros. On ne peut pas partir en budgétant aujourd'hui quelque chose alors qu'on n'a pas encore les scénarios qui vont nous être proposés. Tout à l'heure, je disais à M. Mann, on peut partir sur du client léger, c'est une solution. On peut partir sur le remplacement des postes, c'est une autre solution. Ces solutions n'ont pas les mêmes coûts, n'ont pas les mêmes impacts budgétaires, on ne paiera pas les mêmes licences, on ne paiera pas le même matériel. Donc, de mettre au budget quelque chose, c'est partir sur une hypothèse. On partira sur les scénarios qui seront proposés suite justement à objectivement, moi, de par mon expérience personnelle et pour avoir géré des DSI de 350 à 400 postes, donc dans des situations à peu près similaires à celles de la mairie si on inclut les écoles, je dirais qu'on va être entre 250 et 400 000 euros suivant les options. Alors oui, vous allez me dire que c'est presque du qui tout double, mais les options derrière, c'est aussi de la fonctionnalité ou pas de la fonctionnalité, des choix qu'on va retenir ou pas. Voilà. Mais c'est dans cet ordre d'idée. Et quand on regarde 250 000 à 400 000, si on fait le ratio sur 10 ans, on aurait mis 40 000 euros sur 10 ans, on obtient à peu près les mêmes sommes, sauf que là, on rattrape le retard. Donc, je ne trouve pas ce chiffre excessif, même s'il peut faire peur au regard du service informatique de l'Europe. Très bien, merci Eric. Voilà, c'est parti de l'une des dettes qu'on récupère. Je vais clôturer le dossier. Alors maintenant, je vais passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Recrutement d'un agent non titulaire sur emploi permanent du niveau de catégorie A et Erwan Le Gallard. AFPLD. Les besoins de la direction des affaires juridiques, la commande publique justifiant le recrutement d'un juriste et compte tenu de la nature des fonctions, un appel à candidature a été effectué. Parmi les candidatures reçues, aucun fonctionnaire ne correspondait aux critères retenus pour cet emploi. Dans ces conditions, il est possible de procéder au renouvellement du contrat de l'agent non titulaire assurant les fonctions de juriste à la direction des affaires juridiques et de la commande publique. Il convient de délibérer en application de l'article 3-3, alinéa 2 de la loi du numéro 84. Parle plus fort, c'est pour la messe. 6 janvier 1984. On raconte la messe. Ce dernier stipule que des emplois permanents du niveau de catégorie A peuvent être occupés par des agents non titulaires. Tiens, il y croit aussi. Les besoins des services logistiques. Et sur les actes qu'un fonctionnaire ne peut être occupé dans les conditions prévues. Mais il dort. Par le statut. Oh. On se réveille. On se réveille. En application de la parle pour lui, loi, il est proposé de procéder au renouvellement pour une période maximum de 3 ans du contrat de non titulaire de la juriste actuellement en poste, considérant que la personne est déjà en poste, il n'y a aucune instance financière pour le renouvellement de son contrat. Y a-t-il des questions? Monsieur Mann. Merci. Juste pour ma compréhension, j'aimerais avoir les éléments qui vont pousser à faire des demandes de recrutement sur ce poste-là. Vous parlez de besoins de la politique, etc. Alors qu'il y avait déjà une personne qui était en poste. Manifestement, elle fait bien le job, puisque malgré les appels à candidature, vous n'avez pas trouvé, je dirais, une compétence équivalente, ou en tout cas les compétences que vous recherchez. Donc, qu'est-ce qui a motivé sur quelqu'un qui faisait manifestement bien son boulot, ce besoin nouveau qui a ouvert cette candidature? Non, pas un besoin nouveau, cette personne était déjà en poste en CDD, 3e CDD renouvelé, d'accord? Son CDD est arrivé à terme, donc il faut pour remplacer, parce que c'est pour les besoins du service, faire un appel à candidature de lier le fonctionnaire.
voilà, dans les viviers de fonctionnaires, des gens postulés ne correspondaient pas aux critères requis. Donc cette personne et son contrat de CDD renouvelé pour une durée de 3 ans. Voilà. Bah, il faut la nommer, c'est Mais tout. pourquoi Pourquoi ne pas l'embaucher définitivement? Bah oui, voilà, c'est ça, c'est Pourquoi ne pas l'embaucher définitivement? que du précaire, que du précaire. Vous pouvez pas? Pourquoi vous pouvez pas? Bon, je sais pas. C'est un poste de fonctionnaire. Donc là, c'est un poste contractuel sur une durée de 3 ans. C'était renouvelé déjà 1 an, puis 1 an, puis 1 an. Donc voilà, tout simplement, on ne peut pas prendre la prendre en fonctionnaire de toute façon. N'importe quoi. Putain, mais tu... Ah, c'est bien. Monsieur Le Gagnel. C'est parce que les règles ont beaucoup changé dans les nuits. Il est prévu que lorsque l'emploi est qualifié de permanent, il soit possible de titulariser sur son poste un agent qui a été préalablement sous contrat. Je le fais régulièrement pour des établissements publics. C'était ma question. Sauf que pour titulariser d'office, il faut que l'agent soit de catégorie 1. Voilà. Et il faut aussi 6 ans de contrat, ce qui n'est pas le cas. Donc évidemment, il fallait ouvrir le poste, puisqu'elle était déjà recrutée. Là, c'était un contrat de 3 ans, donc il fallait ouvrir le poste. Évidemment, il y a eu des candidatures, elle a postulé, elle a été gardée, puisqu'elle a fait un très bon travail. C'est pas du tout une polémique. Il y a un vrai sujet, parce que c'est assez classique en matière de gestion des emplois. La personne est en poste sous contrat, qui est un CDD de 3 ans. Non. 3 fois 1 an. 3 fois 1 an. Ok. Qu'est-ce qui vous interdit juridiquement de procéder à une titularisation? Moi, je parlais pas bien français, c'est ce que je comprends. Pourquoi ça n'a pas été fait précédemment? Première chose. Non, mais Attendez, je vous réponds, on me pose une question, je vous réponds. non, c'est pas ma question. Ma question, c'est pourquoi vous pensez juridiquement ne pas pouvoir le faire. C'est juste une question technique, une question politique, je m'en La fous. technique, c'est que déjà sur une durée de 3 ans, au bout de 3 ans, on verra. On pourra titulariser au bout de 3 ans. Et 3 fois 1 an plus 3 ans, ça fera 6 ans. Au bout de 6 ans, c'est qu'il y a du précaire. Elle ne peut pas, elle ne rentre pas dans le cadre juridique qui permet de titulariser à cette période. Parce que vous savez que la titularisation a été assouplie par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et qu'il faut remplir un certain nombre de critères, et qu'elle ne rentre pas dans ces critères-là. C'est pour ça qu'elle est renouvelée 3 ans. Voilà. Et comme le disait monsieur le premier adjoint, si toutefois cela devait se présenter, nous réfléchirons évidemment à la situation. Voilà. Dans 3 ans. Y a-t-il d'autres questions? Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cet agent. Ensuite, signature de la convention d'objectifs et de financement relative à la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement et aide spécifique éducative. Laurent Burson. Alors, mesdames, messieurs les élus, donc je vous propose d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de financement relatif à la prestation d'accueil de loisirs et à l'aide spécifique au rythme éducatif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Maurepas est engagée avec la CAF depuis de nombreuses années. Cette convention a pour but d'améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée, de mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, mais également de prendre en compte les besoins des usagers, de déterminer l'offre de service et également de fixer les engagements réciproques. Vous avez sur la note de synthèse ce que la CAF nous versait les précédentes années, en sachant que 2014, nous n'avons pas encore eu de solde. Donc, ça représente une somme d'environ, on va dire, aux alentours de 195 000 € en moyenne sur ces 3 dernières années. Juste pour vous dire aussi que la convention d'objectifs et de financement que vous avez, c'est un spécimen, puisque celui-ci est encore à travailler au niveau des services scolaires. Et enfin, que cette convention, comme nous avons voté une convention le mois dernier au niveau de la petite enfance, cette convention sera rétroactive au 1er janvier.
remercie Laurent. Y a-t-il des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Bourse d'aide au projet. Règlement. Laurent? Alors là, il s'agit en fait de proposer donc un règlement à la bourse d'aide au projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette bourse d'aide au projet existe déjà. Il n'y a aucun changement entre guillemets dans le règlement. La seule différence, c'est qu'avant, c'était des décisions du maire, donc, alors que le maire n'avait pas autorisation à signer ces décisions. Et donc, en fait, cette délibération permettra ensuite que chaque bourse d'aide au projet passe au conseil municipal et donc rentrera dans la légalité. Après, si vous voulez que je détaille un petit peu la bourse d'aide au projet, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais dans les faits, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui se passait là. Madame Malaquin. Est-ce qu'il y aura une commission? Oui, c'est indiqué, excusez-moi. Oui, effectivement, il y a des commissions. Oui, c'est sûr, il y en a eu. Est-ce qu'on peut savoir quand elle sera? C'est indiqué, hein. Il y en a une en mai, il y en a une alors attendez, en septembre et octobre. Ceci dit, pour l'instant, au mois de mai, il est possible que j'ai un projet, mais il n'est pas encore abouti. À partir du moment où il n'y a pas de projet, la commission, effectivement, n'a pas lieu d'être. Les projets étant menés donc, par des jeunes qui se présentent à la BIGE, qui ensuite, la BIGE nous propose donc, de faire une commission justement pour étudier ces projets. D'accord. Merci. Monsieur Chapin. Est-ce que c'est possible d'élargir la commission? Je ne suis pas candidat, mais tout de suite, est-ce que c'est possible de l'élargir? Parce que vous êtes deux, c'est très bien, mais si c'était possible, ce serait mieux, je pense. Alors non, nous ne sommes pas deux. Il y a effectivement monsieur le maire, il y a effectivement moi-même, mais il y a également les personnes de la BIGE qui elles-mêmes ont porté le projet. Enfin, le projet, ce n'est pas moi qui, au départ, le présente à la commission. C'est avant tout des jeunes qui viennent à la BIGE et c'est la BIGE qui nous le présente ensuite en commission avec le jeune. Donc voilà, je fais toute confiance à la BIGE pour nous proposer les projets. Oui, faut l'élargir. Comment? Je parlais des élus. D'élus? Oui. Après, personnellement, je vois aucun inconvénient, mais bon, il n'y a pas de... On va en réfléchir, on vous apportera une réponse. Plus tard. Voilà. La seule problématique, monsieur le maire, c'est que si on ne vote pas aujourd'hui, parce que justement on y réfléchit, ça peut mettre en cause des projets d'éloignement. Nous restons comme sur la délibération. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Van. Je me permets, excusez-moi d'insister sur ce qui vient d'être dit, mais ça me semble extrêmement important d'élargir la commission. Parce que le fait de dire comme ça, on vous donnera une réponse plus tard, on verra. Si je reprends tous les comptes rendus qu'on a fait sur les derniers conseils municipaux, combien de fois j'ai entendu « Ah bon, on vous donnera la prochaine fois ». Donc, ouais, je suis plutôt inquiet. Ça me semble une règle très importante que les élus soient présents dans cette commission. D'ailleurs, je le dis pour vous, hein, parce que les élus d'opposition soient dans cette commission. Et je le dis vraiment pour vous en toute honnêteté, parce que ça fait un peu le fait du prince. Vous avez un jeune, je suis désolé, excusez-moi, je suis désolé. Lorsque vous avez une commission et que vous avez un jeune qui a un projet aussi talentueux, beau soit-il ce projet, si vous êtes, vous, tout seul à décider au niveau de la majorité, j'appelle ça le fait du prince. Et pour votre image, c'est pas bon, monsieur. Monsieur Van, il faut respecter la majorité, elle a été élue pour ça, pour gouverner. Et je tiens à rappeler que ces décisions, en tout cas ces bourses, passeront au conseil municipal, donc vous aurez en tout cas la liberté de délibérer. Et avant qu'on ait des leçons de morale, je tiens à préciser qu'il faudrait quand même être présent en commission finance quand on les organise. Or, la dernière ne s'est jamais tenue. Voilà. Après, on pourrait réfléchir si vous souhaitez. Madame Malaquin. Oui, je peux dire quelque chose d'un peu amusant pour détendre l'atmosphère, c'est que si vous n'élargissez pas, eh bien, ça sera exactement comme ça s'est passé pendant les mandats précédents. Vous avez sans doute déjà entendu que vous avez déjà entendu. C'est-à-dire, ça se passait comment? C'est-à-dire que c'était le fait du prince. Et à chaque fois. Je pense qu'il y a dans la salle
entendu à chaque fois que cette proposition de bourse d'études était faite, m'ont entendu dire la même chose. J'ai à chaque fois dit au maire précédent que c'était absolument anormal que ce soit le fait du prince. À chaque fois, on m'a répondu que c'était comme ça. Donc, si vous faites la même chose, j'avoue que je serais déçue. C'est plus un prince, c'est un duc. C'est un duc. Monsieur Vannes. Merci. Effectivement, merci pour rejoindre ce que je disais. Moi, ça me semble important, ne serait-ce qu'en termes de démocratie locale. Et c'est pas juste un affichage, c'est aussi montrer de votre côté votre volonté d'associer les uns et les autres aux décisions de la mairie, qui est un bien commun à tous. Certes, c'est la majorité qui a été élue, mais non pas, c'est la majorité et l'opposition, ne vous en déplaise. Ensuite, pour ce qui est des commissions, effectivement, vous l'aurez remarqué, moi j'ai été élu depuis 2008 au Conseil général, 90% du temps j'étais là, 90%. Je fais partie de ces élus qui ont un boulot à côté, je ne lis pas de la politique, je l'ai dit tout à l'heure, je suis ingénieur. Et effectivement, je suis architecte de système et chef de projet. Il m'arrive, lorsque vous avez une réunion à 19h, d'être au bureau encore en train de travailler, monsieur. Je suis désolé. Alors, monsieur Burson. Allez. Bon, je voudrais quand même préciser que pour que ce soit, enfin, je suis peut-être d'accord, je ne sais pas, je n'étais pas élu à l'époque, que jusqu'à maintenant, enfin, du moins dans la précédente mandature, c'était le fait du prince. Toujours est-il que, en tout cas, si c'était le cas dans la précédente mandature, ce sera plus le cas puisque ça passera en conseil municipal. Nous ne sommes plus sur une décision du maire, c'était des décisions du maire. C'est pas en conseil municipal. Rien compris. Toujours est-il qu'il y a également une commission famille où, de toute façon, ces délibérations seront également discutées. Enfin, après, si c'est la pige, encore une fois, je le reprécise, c'est la pige. Comment? Non, c'est la BIGE, monsieur. C'est la boutique information jeunesse. Voilà. C'est effectivement dans plusieurs villes le BIGE, mais ici, c'est la boutique information jeunesse. Très bien. Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Très bien, merci. Ah, le compte de gestion. Alors, le compte de gestion 2014 du budget général de la commune est établi par Madame Hébert, qui est responsable du Centre des finances publiques de Maurepas, qui présente des identités de valeur avec les indications du compte administratif 2014. Donc voilà, il est demandé de prendre acte de ce compte de gestion. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Le conseil municipal prend acte. Je vous remercie. Compte administratif. Alors, vous savez, l'exécution budgétaire 2014 a été réalisée sous la responsabilité de la nouvelle équipe municipale à partir du mois d'avril, et principalement en ce qui concerne évidemment les dépenses et les recettes. En effet, pour ce qui concerne les travaux acquisition d'investissement, plusieurs opérations engagées par l'équipe précédente se sont finalisées durant l'année 2014. Il faut également rappeler que le budget primitif 2014 a été élaboré dans un temps extrêmement court, 2 ou 3 semaines, lié également à la réduction des concours de l'État. On verra tout à l'heure, et Sylvestre, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse étayer ses propos. Voilà. Effectivement, 2014 a été une année intermédiaire, une année de transition qui a permis de l'équilibre prendre ses marges, de sous-peser les grosses masses de l'équilibre budgétaire, de prendre la mesure du désengagement de l'État et d'évaluer aussi comment financer à l'avenir le programme pour lequel les patients ont donné leur suffrage. Donc l'année 2014 a permis d'identifier les forces et les faiblesses de la gestion de notre collectivité, ceci nous permettant de dégager des économies et parfois aussi une plus grande rigueur à chaque fois qu'il en était possible. En termes de gestion, nous nous posons à chaque fois la question de rapatrier en régie les travaux confiés à des entreprises extérieures, afin d'une part d'alléger le budget de fonctionnement et d'autre part de valoriser les agents qui sont aussi fiers de leur réalisation. De nombreux investissements ont été réalisés afin d'améliorer la propreté de notre commune, le dégagement des voies en cas d'épisode neigeux, la montée en puissance d'une vraie police de proximité, une analyse
des zones de commerce de proximité pour relancer le dynamisme économique et urbain, un Grenelle des associations pour redynamiser le lien entre la mairie et les associations, un nouveau site internet afin de rapprocher les Maurepasiens de l'activité municipale et un début de restructuration des services afin également de donner plus d'efficience aux services rendus aux Maurepasiens. Donc l'exécution de ce budget a été marquée également par le renouvellement de l'exécutif administratif qui a eu pour effet de geler temporairement les réformes structurelles dont nous aurons besoin pour affronter 2016 et 2017. Le budget primitif 2015, qui sera voté donc ultérieurement, sera lui le reflet de nos choix politiques affirmés. Donc, au niveau de la présentation, je vous propose de faire une présentation synthétique du résultat 2014, puis une vision globale des écarts entre budget plus demande modificative et réalisé 2014 en fonctionnement et en investissement. Après, on aura l'occasion de faire un bilan des réalisations 2014 en images et différentes analyses, notamment le financement des investissements 2014 et le comparatif CA réalisé 2014, réalisé 2013. Donc, au niveau du compte administratif, il présenté donc là sur la planche de manière consolidée, c'est-à-dire qu'on cumule en fait le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Donc il s'établit à 37,1 millions d'euros pour l'année 2014, à peu près 29,6 millions en fonctionnement, 80% du budget, et 7,5 millions en investissement. Donc on voit sur la planche donc le personnel, la masse salariale qui représente à peu près 19 millions, les frais 11 millions, donc dans les frais, c'est les frais des différents services, c'est les amortissements. Et puis ensuite, 6 millions d'investissements. En ressources, 23 millions de taxes. Et ensuite, 6 millions de DGF et de CAF pour le financement des crèches. On peut noter que Maurepas est une commune qui fonctionne dans l'extrapolation de fonctionnement, fort budget de fonctionnement, puisqu'on est à 80% des dépenses. C'est la caractéristique d'une commune qui offre un service élevé à ses habitants. L'inconvénient peut être la faible capacité à investir si la commune ne trouve pas d'autres ressources que les taxes et les dotations générales de fonctionnement. Donc on relève pour 2014 un résultat excédentaire de 2,2 millions qui permet d'abonder le résultat du budget 2015. Ensuite, je vous propose donc de commencer l'analyse des différents écarts entre budget et réalisé. Donc, dans cette planche, nous avons les deux premières colonnes qui sont en fait le budget 2014, comparé au réalisé, plus ou moins par chapitre, et l'écart comptable qui en résulte. Donc, comme nous l'avons annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, à peu de choses près, nous dégageons donc en 2014 un résultat de 2,5 millions et de 2,2 millions si on y intègre les restes à réaliser. C'est-à-dire les engagements 2014 qui n'ont pas été complètement décaissés en 2014. Donc c'est le résultat d'une mise sous contrainte des dépenses et le bénéfice également d'un certain nombre de facteurs conjoncturels que nous avons détaillés par la suite, qui permettent ce résultat. Donc en fonctionnement, si on regarde la ligne solde de fonctionnement, nous dégageons un écart positif de 2 975 000 comparé à un budget qui était de 1 262 000, ce qui correspond au prélèvement budgétaire. Donc c'est un gain réel d'1,7 million. Sur ce gain réel d'1,7 million, nous avons moins 1 million de dépenses de fonctionnement et une augmentation des recettes de plus 700 000 euros. Au niveau du budget d'investissement, nous avons un besoin de financement de 738 000 euros et un écart positif de 525 000 euros par rapport au budget. Donc cet excédent est principalement dû à des efforts de gestion pour 1,5 million et des provisions qui n'ont pas été consommées pour à peu près 700 000 euros.
Donc les réserves d'aléas de taux, les réserves de capital de dette, provisions pour rythme scolaire, dépenses imprévues, etc. Pour le reste, l'emprunt qui avait été budgété n'a pas été tiré, car nous n'avons pas décaissé à peu près 1,5 million d'investissement. Les provisions n'ont pas été mobilisées pour 3 raisons principales: tenue des budgets des services, coût des rythmes scolaires inférieur à l'estimation, et puis le non-tirage de l'emprunt, donc qui a allégé les dépenses d'intérêt. Il faut noter également que ces efforts de gestion sur la masse salariale et sur les frais des services ont permis de compenser la première salve de la baisse de la dotation générale de fonctionnement qui est intervenue en 2014, puisque nous avons réduit notre dotation de 270 000 €. Et également le surfinancement des ordures ménagères, puisque les ordures ménagères ont été transférées à la communauté de communes, et nous avons remarqué que la taxe qui était appliquée aux ordures ménagères surfinançait les dépenses d'ordures ménagères. Comme ce budget est parti aux OM, à la communauté de communes, nous avons décidé l'année dernière de baisser la taxe de 6,5% pour l'équilibrer. Je vous propose maintenant de détailler chapitre par chapitre. Donc, déjà, on peut voir qu'en dépenses de fonctionnement, on peut rappeler la répartition des dépenses. Grosso modo, 64% du réalisé, ce sont des charges de personnel, 19 millions sur 30 millions. En charge à caractère général, 22%, donc c'est les dépenses de fonctionnement des services, 6,5 millions. Et donc l'écart d'1 million, donc nous allons le détailler. Nous avons, sur les charges à caractère général, moins 387 kg €. Donc en énergie, un gain de 109 kg € sur le poste énergie. Donc c'est plutôt, donc c'est un poste important du budget, puisqu'il représente quand même 25% du chapitre. C'est un gain conjoncturel aussi du fait d'une période climatique relativement douce en 2014. Après, il y a des gains sur la direction générale et la direction financière, près pour 110 kg €. Donc c'est principalement relatif à la compensation financière de la nouvelle DSP CEMO, qui est passée en CM en 2014. Là. Donc, on peut parler d'une prévision prudente qui avait été présentée en DM. Pour rappeler un petit peu la négociation de cette nouvelle DSP, qui a modifié un peu les termes de paiement. Auparavant, la CEMO basait sa facturation sur le chiffre d'affaires N-2, avec cette nouvelle DSP que, pour le coup, nous n'avons pas négocié nous-mêmes, s'applique maintenant sur le réalisé. Donc effectivement, en 2014, nous avons eu un surcoût du fait de la somme du réalisé plus les sommes des années précédentes. Après, en enfant-jeunesse, donc un gain de 70 kg, qui correspond essentiellement au repas CEMO, qui avait été estimé de manière prudente lors de l'ADN. Au niveau de la DRH, donc une moindre dépense de 22 kg € liée à la moindre fréquentation de la CEMO par le personnel et une diminution des frais de formation informatique. Les formations informatiques du PES en fait, sont passées en investissement et pas en dépenses de fonctionnement. Au niveau de l'informatique, moins 35 kg € pour 2 raisons majeures. Donc les dépenses liées au PES sont passées en investissement aussi, plutôt qu'en fonctionnement. Et puis le travail d'analyse dont a parlé Eric tout à l'heure a différé un certain nombre de dépenses de prestations de services qui devront durer plutôt en 2015. Au niveau de la communication, moins 18 kg € lié à moins d'impression début 2014 en raison de l'arrêt des nouvelles campagnes com. Et par la suite aussi l'évolution du magazine municipal, puisqu'il est passé de 24 pages à 20 pages. Et l'internalisation de la mise en page.